Recording is on. L'enregistrement est en cours. Eh ben, tant mieux. Voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer. Là, vous avez donc la page de titre sur, j'espère que vous la voyez, sur Jean Dumas, qui est un peu notre star du jour, de la soirée. Mais on va commencer par quelques petits préliminaires et pour avoir bonne conscience quand on fait de l'histoire familiale. Donc pourquoi faire de l'histoire familiale? Grande question. Je distingue un peu la généalogie de l'histoire familiale, parce que c'est pas tout à fait la même chose, même si ça se recoupe. Alors pourquoi faire de l'histoire familiale? Donc l'histoire familiale, c'est à la fois l'histoire de la famille dont on vient, ou des familles, forcément des familles dont on vient, celles qu'on peut connaître, et puis c'est l'histoire des maisons dans lesquelles ces familles ont habité. Dans le cas de Marveil, c'est vraiment la maison qui est importante, quasiment plus que la famille. Alors pourquoi faire de l'histoire familiale? Parce que sinon personne d'autre ne la fera, c'est-à-dire qu'aucun historien ne va jamais aller fouiller dans vos cartons de vieux papiers au dépôt d'archives pour retracer l'histoire de vos familles. Donc autant le faire soi-même. Pourquoi? Parce que c'est de la micro-histoire, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus, moi je trouve ça, si on peut juste fermer tous les micros, merci. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que la macro-histoire. C'est vrai que c'est pas une grande synthèse où on essaie de généraliser. C'est des cas particuliers et ces cas particuliers sont toujours intéressants. C'est du très ancien et du très moderne, c'est toute l'histoire, mais généralement il y a plus de choses récemment que de façon très ancienne. Et là, c'est un avantage qu'on verra avec les merveilles, il y a quand même beaucoup de choses anciennes. Ça rend modeste parce que, on verra ce soir aussi, c'est pas forcément des héros et des saints qu'on trouve dans cette histoire familiale. Et puis c'est surprenant parce que c'est du réel, c'est-à-dire qu'on tombe jamais sur des choses qu'on attendait et du coup ça force à s'intéresser à des choses auxquelles on ne s'intéresse pas forcément et qui sont quand même très intéressantes. Mais il y a quelques problèmes quand même, forcément, comme dans tout secteur de la connaissance, forcément ces familles qu'on va chercher, sur lesquelles on va trouver des renseignements, c'est qu'une toute petite part des gens dont on descend, si jamais on en descend. Donc faut pas imaginer qu'on ne descend que d'une famille, on descend de milliers de familles, mais juste on n'en connaît généralement que les plus riches ou ceux qui ont gardé des papiers ou qui n'ont pas trop bougé et du coup ils ont pu garder les papiers. Donc c'est un peu des hasards qui font qu'on descend ou parce qu'on habite tel lieu, on va s'attacher plus à telle famille parce qu'elle habitait tel lieu. C'est sans fin parce qu'on peut toujours trouver des choses. On est dans un pays où les archives sont conservées depuis un certain temps. Il y a toutes sortes de moyens de savoir sur les familles dont on descend. Donc, on finira jamais l'histoire des merveilles, on finira jamais aucune histoire de aucune famille parce qu'en plus, ça continue. Ça peut être difficile des fois, mais comme tout domaine du savoir et comme tout jeu, parce que c'est quand même aussi un petit jeu, une sorte de jeu policier, une enquête policière. Attention, là, je mets attention à la mémoire sensible parce que plus on se rapproche de nous, plus cette mémoire est problématique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont toujours là et on va pas raconter n'importe quoi sur eux, même si parfois c'est vrai. Donc, il faut faire attention. Et par contre, pour ceux dont on va parler ce soir, il n'y a aucun problème. Ils sont morts et disparus, enterrés depuis très très longtemps et tout le monde s'en fiche. Donc, on peut raconter tout ce qu'on veut. Et on peut se poser la question de qu'est-ce qui restera de notre histoire à nous? C'est-à-dire que en faisant de l'histoire, on se rend compte qu'on est en train, nous aussi, on est en train de faire de l'histoire, comme disait Marx, sans s'en rendre compte. Donc voilà, il faudrait aussi réfléchir à ça. Et comment faire? Là, il y a toutes sortes de méthodes. Tout le monde peut être historien, c'est pas réservé aux historiens. Donc, faire attention quand même au biais du fait qu'on a surtout des documents écrits pour le passé. Donc ça, forcément, ça favorise un certain type de mémoire et un certain type de gens. Que tout document est important. Là, c'est pour les périodes récentes, il faut faire très attention à la conservation des documents que par hasard on a entre les mains, surtout s'ils sont intéressants. Toujours se dire qu'un document peut disparaître du jour au lendemain, un déménagement, n'importe quoi, hop, le document est perdu et c'est à tout jamais et on ne saura plus jamais rien là-dessus. Voilà, ne jamais se satisfaire alors ça c'est plus technique sur les sources, faire très attention aux sources, ça c'est le travail de l'historien. Et puis retranscrire, imprimer, etc. Essayer toujours de penser à la transmission. Là aussi, Olivier va nous parler de la transmission. En histoire, la transmission est extrêmement importante entre historiens. C'est-à-dire que quand on fait de l'histoire, il faut toujours penser à la personne qui va continuer ce travail et il faudra lui faciliter la tâche. Profiter d'Internet, mais il n'y a pas qu'Internet. Internet a énormément facilité les choses. Là, j'aurais pas pu. Cet exposé, je l'ai préparé en gros en une semaine. Il y a 10, 15 ans ou 20 ans, j'aurais pas pu. Mais grâce à Internet, surtout sur ce genre de période, on peut trouver beaucoup de choses. Et puis, la généalogie, c'est important, mais c'est pas si important. Donc, il faut avoir la visée généalogique, forcément, parce que c'est important de savoir de qui on descend, etc. Enfin, important, c'est
intéressant, je dirais. Mais il n'y a pas que ça, et on découvre beaucoup d'autres choses quand on fait ce genre d'histoire. Voilà, et maintenant, je t'ai mis quelques citations pour avoir bonne conscience quand on fait de la micro-histoire avec l'historien Carlo Ginzburg, mais là, je ne vais pas vous les lire là parce j'ai déjà dépassé mon petit quota de temps pour cette partie, et on passe à Jean Dumas. Jean Dumas. Donc, vous voyez là, alors c'était vraiment en faisant cet exposé, je me suis rendu compte que c'était un gros sujet, ce que je ne pensais pas à ce point-là, et donc ça va être vraiment et cet exposé est un survol, et là, ce soir, on va vraiment faire un survol d'un survol, donc attendez pas tout sur Jean Dumas, on va essayer de faire un texte sur Jean Dumas qui sera disponible en ligne, cet enregistrement sera disponible, et puis là, je mettrai à disposition aussi toutes les sources que j'ai trouvées, pour s'il y en a que ça intéresse. Quelles sont mes 2 principales sources? Là encore, la transmission, important, là, il y a 2 principales sources c'est intéressant parce que c'est 2 sources qui arrivent au même moment, à la toute fin du 19e siècle. Il y a deux personnes qui s'intéressent à Jean Dumas, pour des raisons tout à fait différentes, mais finalement assez proches, qui sont un berrichon qui s'appelle François Deshoulières, qui, je l'ai découvert tout à fait récemment, c'est-à-dire hier soir, habitait en fait le château de Lille, parce que son père l'avait acheté au milieu du 19e siècle, ce qu'il ne dit pas trop dans ses articles. Et du coup, il s'intéresse à ça, et après, en fait, il va grâce à ça, parce que ça le pousse, il se demande qui a habité ce château, et il se rend compte assez vite que des gens importants ou intéressants ont habité ce château, et donc il fait des études très sérieuses et très poussées sur ce château et les gens qui y ont habité. Et en même temps, du coup, après, il fait toute une grosse carrière vraiment d'archiviste, mais de spécialiste de l'histoire de l'art. Il anime beaucoup de revues, etc. Il a écrit plus de 400 articles. Enfin, c'était quelqu'un de très important dans la première moitié du XXe siècle. Donc voilà, c'est le château où il habitait qui l'a motivé pour devenir historien. Et de l'autre côté, on a Arthur de Cazeneuve, nom de plume Saint-Quirin, donc c'est le grand ancêtre de la plupart des Cazeneuve d'aujourd'hui, qui lui est militaire, mais est aussi historien, très intéressé par l'histoire. Et au même moment, c'est-à-dire dans les années 1890, ils ont vraiment commencé leur recherche, c'est drôle, et publié leur premier livre là-dessus exactement au même moment quasiment. Et du coup, ils ont communiqué entre eux, et leurs ouvrages sont intéressants parce qu'ils se recoupent forcément. Sur certaines choses, ils ne sont pas tout à fait d'accord, mais en fait, ils sont très complémentaires parce qu'ils ne s'intéressent pas forcément aux mêmes aspects de la personnalité ou du parcours de Jean Dumas. Donc, c'est très intéressant de les lire tous les deux. J'ai mis la photo de Arthur de Cazeneuve en famille juste avant la Première Guerre mondiale, vers 1913, où on le voit lui, son fils Arnaud en dessous, qui tient sur ses genoux la petite Jacqueline, future du paquier, et la tante Didi à droite, que j'ai bien connue. Donc voilà, ça me rappelle de très bons souvenirs. Jean Dumas, ça c'est une médaille qui d'ailleurs, il y a un moulage à Marveille. Et pendant très longtemps, moi j'ai pensé que cette médaille, c'était une reconstitution totalement gratuite du 19e siècle, quand la famille s'était de nouveau intéressée à Jean Dumas, parce que c'était presque trop beau, quoi, un si beau profil, avec des lettres très lisibles. La devise, là, vous voyez sur la devise, sur l'envers, on voit Précit Decus, que l'honneur passe devant, un beau chevalier, les armoiries des merveilles. Enfin, c'était trop beau pour être vrai. Et puis, grâce à cette recherche, j'ai découvert que c'était vrai. C'est-à-dire que c'était vraiment une vraie médaille qui a été frappée dans des conditions intéressantes, parce qu'elle a été frappée en 1494. Alors là, vous voyez, on voit Jean Dumas de profil. Il a quand même une assez belle tête, des pommettes saillantes, une belle barbe, la chevelure de l'époque un peu longue, mais pas aussi longue que la plupart des jeunes. On voit qu'il a. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que cette médaille a été frappée donc en 1494 à Lyon, à une occasion bien particulière, c'est que le roi Charles VIII partait pour l'Italie, et donc il s'est arrêté à Lyon pour faire ripaille, pour récolter de l'argent, récolter des hommes, etc., bien préparer la première campagne d'Italie, la première guerre d'Italie, comme on le dit. Et pour lui faire plaisir, les consuls de Lyon, qui ne manquaient pas d'argent, ont fait des médailles pour lui. On le voit là à droite, Charles VIII, vous le voyez à droite. Et puis pour ses plus proches qui étaient là, les membres du conseil qui l'accompagnaient, ils ont tout de suite ciblé les big men de l'époque dans l'entourage de Charles VIII, et parmi eux, Jean Dumas, que l'on voit là, accompagné de quelques autres, dont en haut celui qu'on appelle le grand bâtard de Bourgogne, qui était un fils de Philippe le Bon, un frère de Charles le Téméraire, qui avait retourné sa veste au bon moment. Et donc voilà, ça c'est les caïds un peu du gouvernement français qui partent pour l'Italie, où il va se passer des choses qu'ils n'avaient pas du tout prévues. Et c'est des médailles qui en plus ont été faites par un Italien qui était installé, qui s'appelait Niccolo Spinelli, qu'on appelait aussi Fiorentino parce qu'il venait de Florence, et donc qui a frappé ces belles médailles
à ce moment-là. C'est assez frappant de voir ces médailles. Je ne sais pas si vous les regardez de près, c'est parce qu'elles sont extrêmement réalistes. C'est-à-dire qu'on ne cache pas que les gens ont des sales têtes des fois, etc. Mais ça, c'est la tendance à l'époque. Vous verrez aussi dans toutes les peintures qu'on va voir, les portraits. Ils ne cachent pas quand quelqu'un a une tronche un peu à la Riyad Satouf, voilà, ou voilà, des têtes, des trognes pas possibles. Ben, on ne le cache pas et on le montre, et ça ne pose aucun problème. Voilà pour les médailles. Donc ça, c'est la porte d'entrée dans la carrière de Jean Dumas. On le voit en 1494 qu'il est un des hommes importants du royaume, puisqu'il accompagne le roi. Le roi tient à ce qu'il l'accompagne pour aller en Italie, où il va jouer un peu le sort de son royaume et de son règne surtout. Il est là et il a sa médaille. D'où vient Jean Dumas? On repart en arrière. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que Jean Dumas est berrichon. Là, je vous ai mis la carte du Berry qui correspond en gros au Cher et à l'Indre actuelle. Et on voit là tous les lieux liés à Jean Dumas et sa famille sont donc tout à fait au sud du Berry. Là, vous voyez, dans les zones où il y a des pastilles bleues, et tout proche alors à droite, en bas à droite, c'est ce qu'on appelle le Bourbonnais à l'époque, qui est maintenant en gros le département de l'Allier, qui est le domaine des Bourbons, la famille des Bourbons, qui n'est pas encore la famille régnante en France, qui est juste une grande famille de princes liés à la royauté. Et en dessous, c'est la Marche, qui correspond en gros à la Creuse actuelle. Donc on voit que c'est une zone un peu frontalière. Ça, c'est intéressant. Alors, les Dumas, d'où ils viennent? Ils viennent de là où la pastille 1, tout en bas, qui est vraiment, alors là, hyper frontalière, puisque c'est vraiment à la conjonction du Bourbonnais, du Berry et de la Marche, un tout petit hameau qui s'appelle justement Le Mas, ou Le Mas Sarrazin. Je vous ai mis la photo Google où on voit, ça existe toujours, hein, c'est un petit hameau qui existe toujours. Et apparemment, ils sont au XIVe siècle, ils sont par là. Ils sont dans ce petit coin, ils ont un petit hameau, c'est des tout petits seigneurs. Et puis, par un mariage vers le début du XVe siècle, ils acquièrent la seigneurie de Lille, qu'on va voir juste après. Mais là, c'est le numéro 2. Numéro 2, oui, voilà. Qui est donc près d'un village qui s'appelle Touchet, dont vous voyez l'église à droite, où il y a une chapelle qui s'appelle la chapelle de Lille, où il y a une tombe. Du père de Jean Dumas. Alors, je vous dis juste le début de la pierre tombale de Pierre Dumas. Sigy, noble homme, Pierre Dumas, écuyer, en son vivant, seigneur de Lille, Dumas, de Bougaillet et de Baquo, lequel trépassa le 8e jour de juillet 1456. Priez Dieu pour lui. Apparemment, cette pierre tombale était encore présente vers 1900, puisque les deux auteurs de nos deux sources l'ont vue. Donc, si quelqu'un passe par là, j'aimerais bien qu'il aille regarder si la pierre y est toujours. Et d'ailleurs, on voit à droite la porte de la chapelle où il y a les armoiries des Dumas, qui sont toujours les armoiries des Merveilles, là, avec les deux ronds, ou besants ou tourteaux en haut, un en bas, et puis au milieu une grosse barre qui s'appelle une face, voilà, et avec des couleurs changeantes. On verra après. Voilà donc les origines. Donc ils achètent, ils héritent plutôt par mariage du château de Lille qu'on va voir maintenant. Voilà, le château de Lille, il est toujours là. Donc il est quand même un peu plus beau que Merveille, je trouve, avec des tours et tout ça. Et encore, il en reste que la moitié. C'est-à-dire que ce château, a priori, a été construit par Jean Dumas. Il existait avant, forcément, mais il a été reconstruit presque complètement par Jean Dumas pour en faire un beau château 15e siècle avec des tours rondes, là, vous voyez au premier plan sur la grande photo, là, ce qu'on appelle la tour de la chapelle, où il y a à l'étage une grosse chapelle. Donc c'est un château important, c'est vraiment un château de prestige qui sert aussi à se défendre parce qu'il va essuyer plus tard 2 sièges, mais à chaque fois il sera pris. Donc voilà, et on voit partout les armoiries des Dumas. Donc il y a une volonté quand même d'affirmer sa présence et la destinée de sa famille. Donc voilà le château de Lille. Autre lieu important, on voit la pastille 5, c'est Bannegon, qui est un fief qu'achètera à la limite du Bourbonnais, qu'achètera Jean Dumas plus tard, dans les années 1480, pardon. Voilà. Et puis il y a un endroit important qui s'appelle Lignières, qui est un peu la petite capitale du coin, qui appartient justement au Beaujeu qu'on va voir bientôt. Donc voilà la zone d'origine, le nid. Et maintenant, on va passer aux frères. Donc Jean Dumas, c'est le fils de Pierre Dumas qu'on vient de voir dans la tombe et dans l'église de Touchet. Et puis il a quand même 3 frères. Alors il a sûrement des sœurs, mais on n'a pas gardé trace d'elles. En tout cas, on a gardé beaucoup de traces de 3 frères. Alors ce qui est intéressant, c'est vraiment, on a l'impression d'une stratégie quand on voit les frères, Jean Dumas et ses frères, parce qu'il y a 4 frères et chacun va se lancer dans un domaine particulier. Il y en a 2 qui vont être dans le civil et 2 dans le religieux. Les 2 religieux, c'est Gabriel, qui
Alors, on ne sait pas très bien qui est l'aîné, qui est le cadet, il n'y a pas de date de naissance pour tous ces gens-là. Mais en tout cas, il y en a un qui s'appelle Gabriel, qui lui, à partir des années 1470, devient évêque de Mirepoix, puis de Périgueux, qui sont quand même des postes importants, sans doute grâce au succès de la carrière de son frère Jean. Un autre ecclésiastique, c'est Pierre Dumas, qui lui va devenir abbé. Alors lui, il a l'air plus... lui, justement, il est du côté des moines, des religieux. Il va chez les bénédictins dans une abbaye toute proche, qui s'appelle Chezal-Benoît, et il va un peu transformer cette abbaye, parce qu'il trouve que ça va très très mal, et c'est sans doute un des grands réformateurs de l'ordre bénédictin en France à cette époque-là, avec une inspiration italienne. Donc il a réformé l'ordre bénédictin, et après ça a inspiré la réforme mauriste. Et puis il y en a deux qui sont dans le civil, et là aussi il y a un choix, puisqu'il y en a un qui va aller du côté des Bourguignons, qui est Jacques Dumas, qui devient le porte-étendard du duc de Bourgogne, et l'autre, Jean Dumas, qui lui va choisir un peu l'autre côté, le côté du roi. Donc on voit qu'il y a comme si le père avait dit, bon, bah, toi tu tentes ça, et on verra celui qui arrive le premier. Mais en tout cas, les deux ecclésiastiques ont quand même bien réussi grâce à Jean, et Jacques, bah, il a failli réussir, puisque si Charles le Téméraire avait réussi, il était très très poche, il était son porte-étendard, mais il a été tué à une des dernières batailles de Charles le Téméraire contre les Suisses en 1476 à Morat, et d'après les chroniqueurs, il serait mort dans les bras de Charles le Téméraire, qui fuyait les Suisses, qui était en train de massacrer ses troupes. Donc celui-là, tant pis, il nous reste Jean Dumas. Jean Dumas, donc, tout de suite, dans les années 1460, les premières traces qu'on a de lui, on voit qu'il est protégé des Beaujeux. Les Beaujeux, donc, ils sont seigneurs de Lignières, ils sont seigneurs du Bourbonnais, ils sont liés c'est les comtes d'Auvergne, donc ils ont tout un énorme domaine au centre de la France, énorme domaine qui n'appartient pas encore au roi. Et ils sont un peu, ces Beaujeux, ils sont un peu entre toutes les grandes maisons, c'est-à-dire qu'ils sont liés à la famille de Bourgogne, ils sont liés aussi aux Valois, ils sont, par les mariages, ils sont proches de tous les très très grands, et ils sont aussi, là, on a un couple, on voit Pierre de Bourbon, sire de Beaujeu, à gauche, peint par un peintre qui s'appelle Jean Hay, on trouve ça au Louvre, et sa femme, Anne de France, qui est la fille de Louis XI, donc c'est un grand mariage là aussi, puisqu'il épouse quand même la fille la plus intelligente de Louis XI, sa fille aînée, et qui ensuite va être la régente du royaume. Là, on voit le fameux triptyque de Moulins, qui est un triptyque magnifique, toujours par le même peintre. Donc, on voit un peu le niveau. Voilà, Jean Dumas, c'est peut-être un petit seigneur qui a un petit château, mais quand même assez beau, au fin fond du Berry, mais il est quand même voisin et très proche de ces grands seigneurs. Et ces grands seigneurs, il l'amène d'abord à la cour des Valois à Blois, et puis très vite à la cour du roi Louis XI. On va voir ça assez vite. Et voilà ce qui va se passer, c'est que Louis XI, il aimait bien s'entourer de gens un peu prêts à tout, puisqu'il était dans une entreprise de centralisation, de réorganisation, de reformulation du royaume, très très centralisé, et donc il va tester. Donc il faut savoir qu'en 1465, il y a une révolte des grands contre Louis XI, dont fait partie Jean Dumas et dont fait partie Pierre de Beaujeu, et puis ça marche pas trop, Louis XI réussit à reprendre le dessus, et Louis XI, il n'est pas rancunier, et donc il s'attache Pierre de Beaujeu, et donc à travers lui Jean Dumas, à partir de la fin des années 1460, et il va tester Jean Dumas 2 fois. Enfin, il y a 2 grands tests qui arrivent au milieu des années 1470 pour voir si c'est vraiment infidèle. Il va le tester sur le procès de Jacques d'Armagnac. Jacques d'Armagnac, c'est là aussi un grand féodal, plutôt gascon, et qui se révolte, et qui se rallie à Louis XI, et puis qui se révolte. Enfin, il ne peut pas s'empêcher de se révolter contre Louis XI. Et finalement, à un moment, Louis XI en a assez, et donc il décide de le condamner. Et Jean Dumas, qui a participé à son arrestation au fin fond de l'Auvergne, est chargé par Louis XI de juger Jacques d'Armagnac. Alors, il n'est pas tout seul, mais il est parmi les quelques juges qui jugent Jacques d'Armagnac. Et la particularité de ce procès, qui est un peu hors norme, vraiment un procès politique pur jus, c'est que Louis XI promet aux juges de se partager la dépouille. C'est-à-dire qu'avant même la condamnation, Jean Dumas récupère, et Pierre de Beaujeu, son protecteur, récupère une bonne partie de biens de l'accusé, qui va finir décapité en place, alors c'est pas place de Grève, mais sur la place des Halles à Paris en 1477. Donc voilà, premier test qu'il a réussi. Deuxième test, c'est le mariage de Jeanne de France. Jeanne de France, Louis XI avait eu 2 filles, une donc Anne de France, qui est un peu la favorite et la préférée, et la politique, et puis une autre qui s'appelle Jeanne, qui elle est difforme depuis sa naissance, c'est-à-dire qu'elle est boiteuse, elle a une épaule plus haute que l'autre, et donc son père la prend en grippe tout de suite,
et il en profite parce qu'il se dit que ça va, il a un neveu, enfin une sorte de cousin qui s'appelle Louis d'Orléans, qui serait le futur Louis XII, et qu'il n'aime pas du tout, et c'est réciproque. Et donc dès même quand il est fiancé, je crois, à quelques mois, quand ils sont tout petits, et puis vers 1475, il s'agit de les marier, et donc il force Louis XII à épouser sa fille, qui ne pourra pas avoir d'enfant a priori. C'est vraiment, il y a une lettre de Louis XI où il dit, c'est très très clair, excusez-moi: je me suis délibéré de faire le mariage de ma petite-fille Jeanne et du petit duc d'Orléans, pour ce qu'il me semble que les enfants qu'ils auront ensemble ne leur coûteront guère à nourrir. Voilà, donc le but, ça il le dit Franco, dans des lettres, à l'écrit. Et donc il charge Jean Dumas de surveiller le mariage, parce qu'il sent bien que Louis d'Orléans a aucune envie de se marier avec sa fille. Et donc là, je vous fais juste le petit récit, parce que je vous ai mis la version latine, parce qu'après, dès que Louis XII est devenu roi, il a voulu divorcer de ce premier mariage forcé. Et donc, il y a eu tout un procès et des dépositions. Et là, c'est une déposition faite par celui qui était l'évêque d'Orléans à l'époque et qui était chargé de faire le mariage. C'était le jour fixé pour la cérémonie. L'évêque d'Orléans, François de Briac, qui allait conférer le sacrement aux fiancés, prend à part le duc d'Orléans en présence des deux seuls témoins, Jean Dumas, seigneur de Lille, et un autre personnage muet. Devant l'irrésolution du prince, il croit devoir lui exposer la gravité de l'acte qui va s'accomplir, lui montrer les liens de consanguinité qui l'unissent à sa future, et lui déclarer qu'alors que sa liberté est encore entière. Il ne doit pas s'engager sans une réflexion approfondie. Bref, il fait son boulot, il voit bien que c'est un mariage forcé et politique, donc il demande à Louis de bien réfléchir et de lui dire qu'il est toujours libre de dire non. Ah, et alors, tout d'un coup et brusquement, ses paroles sont interrompues. C'est Jean Dumas qui intervient. Il semble craindre de voir les exhortations de l'évêque triompher des hésitations du duc, et se tournant vers François de Briac, il l'apostrophe avec ces paroles pleines de menaces: « Taisez-vous, par le diable! Vous n'en pourriez bien trop parler. » L'évêque semble comprendre, et s'adressant à Louis d'Orléans, il se borne à lui dire: « Monseigneur, donc, êtes-vous délibéré de passer outre ?» Et Louis répondant: « Il m'efforce, et n'y est remède. » Bref, il est forcé. Donc ça, c'est une scène sur le vif. C'est très rare qu'on puisse entendre les gens parler dans ce genre d'histoire. Donc là, on a la chance d'avoir la scène en direct. Donc un petit résumé des liens pour y comprendre un peu mieux, de voir que donc au centre, forcément, il y a Louis XI, le roi. Ensuite, ses deux gendres, donc Pierre de Bourbon, Pierre de Beaujean, donc lié à la famille de Bourgogne, et donc qui épouse la fille favorite de Louis XI, et qui donc après va devenir ce couple va devenir le régent de France à la mort de Louis XI, régent de France. En dessous, Charles VIII, qui lui quand son père meurt, est tout jeune, il a à peine connu son père l'a fait vivre sous cloche. Tant qu'il était roi, a eu le moins de relations possible avec lui, et donc il a une très petite expérience de ce qu'est être roi. Il compte sur sa fille et son gendre pour assurer la survie du royaume. Et puis donc le couple forcé qu'on vient de voir à droite. Alors Jean Dumas, c'est pas qu'une crapule, c'est pas juste un politique sans scrupules et au service du roi, c'est aussi un homme très cultivé. Alors ça, selon Saint-Quirin, il développe beaucoup cet aspect-là. C'est quelque chose qu'il aurait contracté à la cour de Charles d'Orléans. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Charles d'Orléans, qui est un des plus grands poètes en langue française du XVe siècle, en tout cas, et après. Et donc c'était le père de Louis d'Orléans, qu'on vient de voir, qui a dû épouser Jeanne de France, et un milieu extrêmement cultivé. Et donc dès qu'il peut, on va voir, et dans des conditions souvent assez drôles, il récupère, par exemple, après le procès de Jacques d'Armagnac, il récupère le livre à gauche que vous voyez, qui est une très belle chronique de France, très enluminée. Et donc il biffe, parce que sur chaque livre, on marquait à qui ça appartenait. Jacques d'Armagnac avait marqué que ce livre était à lui, et c'est effacé. Les archivistes ont retrouvé la trace dessous, et il marque: ce livre est à Jean Dumas. Et en plus, sur la page d'à côté, il met encore le vœu Dumas. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça montre un peu le caractère du personnage. Et puis il y a encore là d'autres livres magnifiques. Donc il y a toute une série de livres magnifiques qui devaient coûter vraiment très très cher à réaliser, qui ont été soit achetés, soit commandés par Jean Dumas, qui en plus a récupéré aussi un des meilleurs enlumineurs, qui était une sorte de salarié de Jacques d'Armagnac, et après il le fait bosser, qui travaille dans la Marche, tout près de chez lui. Et donc il le fait travailler à beaucoup de livres qui sont actuellement dans la Bibliothèque nationale ou d'autres grandes bibliothèques, à Chantilly aussi, etc. Voilà un autre aspect de Jean Dumas. Et puis on finit par le plus étonnant, c'est-à-dire donc Charles VIII
donc Charles VIII est un peu sous cloche encore une fois, sous l'autorité de sa sœur et de son beau-frère, Beaujeu de 1483 je crois à 1491, où là en gros c'est eux qui décident et pas lui. Et puis peu à peu il en a un peu assez et donc en 1491 il décide un peu le mariage avec Anne de Bretagne et ça lui permet de s'autonomiser. Et du coup il faut savoir que c'est quand même un milieu très, c'est pas seulement des hommes qui veulent du pouvoir et de l'argent, hein. Ils sont très, très focalisés sur l'argent, c'est sûr, mais ils sont focalisés sur beaucoup d'autres choses, et en particulier sur la religion. Et à l'époque, il y a toute une vague de prophéties, il y a vraiment une grosse effervescence religieuse qui prépare un peu la réforme et tout ce qui va suivre. Et donc, parmi les prophéties qui circulent, il y a une prophétie qui dit que le roi de France va aller en Italie, va aller prendre le royaume de Naples, libérer Constantinople, et puis après libérer Jérusalem. Et ça, Charles VIII y croit dur comme fer. Et donc, c'est quelque chose qui l'inspire. Et donc, il part en 1494 avec toute son armée. Il part pour l'Italie. Alors, l'Italie, c'est pas tout à fait. Alors, il faut savoir quand même que les Français étaient très informés de ce qui se passait en Italie depuis assez longtemps. Depuis Charles VII, ils avaient des espions, ils payaient des gens, ils étaient très, très intéressés par ça. Donc, ils n'arrivent pas quand même comme des benets dans un milieu qu'ils connaissent pas. Ils connaissent bien, mais rien ne va se passer à peu près comme ils veulent, sauf que Charles VIII va quand même réussir à prendre Naples. Mais après, ça va aller mal. Et surtout, il va charger Jean Dumas, qui l'accompagne. Il va charger Jean Dumas. Là, je vous ai mis quelques-uns des puissants de l'époque en Italie, dont Savonarola, dont vous avez peut-être entendu parler, qui à l'époque gouverne Florence. Et il va charger Jean Dumas d'être son homme à Florence, tandis que lui essaye de rentrer de Naples en France pour limiter les dégâts. C'est Jean Dumas qui est son homme à Florence, et donc en Toscane, et surtout qui est chargé de négocier, parce qu'à l'époque, Florence, c'est compliqué, et surtout les Français ont confié une partie des villes qui appartenaient à Florence à d'autres gens, dont un seigneur français qui s'appelle Balzac, comme le Balzac, qui s'est installé à Pise, qui a pris goût et qui ne veut plus rendre Pise aux Florentins, malgré la volonté du roi de France. Et donc Jean Dumas est chargé de récupérer Pise et de le rendre aux Florentins, sauf que ça ne marche pas. Donc là, je vous lis Alors, on trouve la trace de Jean Dumas dans les historiens italiens de l'époque. Donc, je lis juste le petit passage qui raconte la fin de Jean Dumas. Cependant, monseigneur de Lille, montrant pourtant qu'il voulait satisfaire les Florentins, bien qu'il fût gravement malade, se fit porter en litière sous les murs de la citadelle de Pise pour tancer le dit gouverneur et lui réaffirmer que la volonté du roi était qu'il rende de son plein gré la citadelle. Et c'est pour cela aussi que lui furent envoyées de Florence d'autres lettres menaçantes du même commissaire, etc. Donc il n'y a rien qui se passe comme il veut. Et monseigneur de Lille, après avoir agi ainsi en vain, sa maladie s'aggravant, finit sa vie à Florence, où furent célébrées ses obsèques dans l'église de l'Annonciation, où il avait commandé qu'on l'enterre. L'église de l'Annonciation, vous la voyez à droite, donc où, a priori où il a été enterré. Je ne pense pas qu'il y ait encore sa pierre, mais en tout cas, il doit être là. Je vous ai mis un petit passage en italien là, de Machiavel qui dit du mal de Jean Dumas. Vous voyez, c'est Lilla, I quel di Lilla, et celui de Lille. Donc c'est Jean Dumas. Donc il y a sa trace dans les histoires florentines de l'époque. Et moi, une fois, je farfouillais sur Internet dans les dépôts des musées américains et j'ai trouvé une petite cruche comme ça avec un blason que vous voyez là. Et tiens, ça ressemble aux merveilles. Et puis j'ai regardé, en fait, c'était une cruche datée de Florence, fin 15e siècle. Et donc il est bien possible que Jean Dumas se soit fait faire des cruches à ses armes à Florence. Voilà donc pour Jean Dumas, c'est fini pour lui, mais c'est pas fini pour sa famille. Parce qu'il s'est marié quand même. Il s'est marié avec une Normande. C'est intéressant parce qu'à un moment dans les années 1480, quand il est au fait de sa puissance, en tout cas c'est là qu'il est vraiment au top de sa carrière, eh ben, il épouse, non c'est un peu avant, il épouse une Normande qui s'appelle Jacqueline Carbonel de Canisy. Un château, je vous ai montré là, une photo de Canisy, qui est un château qui existe lui aussi toujours, qui est d'ailleurs toujours entre les mains de descendants de cette famille. Et donc c'est une grosse famille normande du Cotentin, et du coup il acquiert des biens par là, et du coup, ils ont des enfants. Alors les enfants, en gros, on a les traces de 2 garçons et de 2 filles. 2 filles qui marient avec des fils de collègues, en gros, qui sont les Angers et les Ventadour, Lévis Ventadour. Donc des très beaux mariages, avec des gens qui ont les moyens et qui auront des tas de descendants, dont je vous épargne les noms. Et puis les 2 fils, alors des mariages un peu moins prestigieux, mais quand même assez... et surtout les 2 fils, ils vont être donc à l'origine des 2 branches qui vont suivre, qui sont donc la branche des Dumas de Provence. C'est-à-dire qu'il y a un petit-fils de Jean Dumas qui se marie en Provence. Alors, c'est sans doute parce que entre les années 1500 et 1520, ça circule beaucoup entre
entre la France et l'Italie. Et les deux fils de Jean Dumas, Robert et Jacques, a priori, sont des soldats. C'est-à-dire qu'ils sont même encore plus militaires que leur père. Et donc, ils vont guerroyer. Et donc, sans doute, ils passent par la Provence. Et là, il y en a un qui a fait un beau mariage provençal parce qu'il épouse la famille Éléonore de Castellane, donc une famille de Haute-Provence, et qui va donner pas mal de descendants, dont, alors je vous ai mis juste les deux descendants les plus renommés, qui sont Nicolas, qu'on appelle Nicolas d'Allemagne, parce qu'il hérite du château d'Allemagne que vous voyez là à droite, qui est près entre Manosque et Riez, tout à fait au centre de la Provence, près du plateau de Valençol, ou dans le plateau de Valençol même, je crois. J'y suis passé cet été, très beau château, et qui est un peu le chef des protestants provençaux pendant tout le début des guerres de religion, un chef assez redoutable, qui est un peu comme Lesdiguières après, même pendant en Dauphiné, quoi, sans beaucoup de scrupules, pas vraiment les droits de l'homme, mais en tout cas, et qui meurt au combat en 1586 devant son château, que défendait sa femme. Ça, c'est donc la personnalité la plus éclatante. Mais sa belle-fille, parce que donc son fils, lui, se convertit au catholicisme, meurt dans un duel terrible à Aix contre un certain Forbin, et sa femme, donc veuve à 22 ans, ne se remarie pas et devient religieuse à Marseille et fonde un couvent de capucines à Marseille, non pas à Marseille, mais à Marseille, et un couvent de capucines qui a beaucoup de succès. Et du coup, même sa vie devient une vie de sainte, même s'il ne sera pas sainte. Mais en tout cas, il y a déjà, juste après sa mort, elle meurt à la fin des années 1620. Il y a déjà une biographie qui sort sur elle, et ensuite une autre biographie. Enfin, elle devient un personnage un peu emblématique de la piété catholique à Marseille. Donc voilà les deux personnages principaux. Et pour finir, il y a un autre fils qui s'appelle Jacques, qui lui combat en Italie encore toutes les années, a priori 1500 et 1510, et puis qui vers les années 1520, là je vous ai mis le récit d'un combat près de Gênes, en 1507, et puis au cours des années 1520, apparemment il y en a un peu assez de guerroyer en Italie, et il suit a priori un camarade de combat qui s'appelle Dupuis, qui lui est du comté de Foix, et il va s'installer là-bas, et à la fin des années 1520, il épouse la sœur de ce Dupuis, qui a des biens au Borde, sur Arize, futur Borde sur Arize, qui s'appelle à l'époque Las Bordas, Lai Bordos, et il s'installe là, donc à la fin des années 1520, mais ça sera l'objet de notre prochaine conférence. Voilà, j'ai terminé, et donc j'arrête l'enregistrement.